Aujourd'hui, l'Afrique est à un tournant de son histoire. Longtemps considérée juste comme un continent de ressources, elle entend désormais devenir un continent de transformation, d'échange et de puissance économique. Mais une question demeure: comment relier un territoire immense, composé de plus d'une cinquantaine d'États, dont beaucoup restent encore séparés par l'insuffisance des infrastructures? Routes, ports, ciel et numérique, aujourd'hui les infrastructures sont devenues l'un des grands enjeux du développement africain. Pour l'Algérie, cette vision s'inscrit dans une histoire ancienne de coopération avec le continent. Depuis les indépendances des années 60 de tous les pays africains, elle a toujours œuvré pour le développement économique de ces pays à travers des aides, à travers des soutiens dans le mouvement de libération, mais surtout dans le développement économique et l'intégration économique du continent africain. Après les indépendances politiques, une nouvelle question s'est imposée. Comment construire une véritable souveraineté économique? المنصبة على قارتنا خاصة في هذه السنوات الأخيرة. Au lendemain des indépendances politiques, beaucoup de dirigeants africains ont bien compris que le recouvrement de la souveraineté ne suffisait pas seulement qu'il reste au niveau politique, mais il devait aussi toucher l'ensemble des domaines, surtout le domaine économique qui est le vecteur par excellence de l'épanouissement et surtout de la prospérité des États. Dans cette nouvelle étape, les infrastructures occupent une place centrale. Elles ne sont plus seulement des équipements, elles deviennent des outils de développement et d'indépendance économique. L'Algérie a compris depuis le début et a reposé sa stratégie sur une doctrine qui est celle que des solutions africaines pour les problèmes africains. Et parmi les solutions, c'est le renforcement et la mise à niveau des infrastructures logistiques et transports pour accompagner le développement du continent africain qui recèle d'énormes potentialités, les plus grandes richesses dans le monde. Les systèmes de transport n'ont plus la fonction classique d'infrastructure. Maintenant, ils sont devenus des leviers de la diplomatie économique, de la puissance stratégique, de la souveraineté économique et de la souveraineté logistique. Les pays qui ne disposent pas de cette souveraineté, les pays qui n'ont pas leurs propres ports, qui n'ont pas leurs propres infrastructures, leur capacité de transport, dépendent des autres nations, donc ils deviennent vulnérables. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience générale portée par certains pays qui se sentent responsables, entre autres l'Algérie, de changer de vision de développement et aujourd'hui d'atteindre vraiment cette souveraineté économique totale. Derrière ces projets, une même logique: connecter les territoires pour rapprocher les économies. Aujourd'hui, la notion des infrastructures a complètement évolué. On parlait des infrastructures physiques, donc surtout connues par les grandes routes, les ports, les aéroports, les barrages, etc. Ça, c'était l'ancienne notion classique. Mais aujourd'hui, elle comprend aussi les infrastructures numériques, les data centers, mais aussi les dorsales de fibre optique. La connexion africaine ne se limite donc plus aux distances parcourues, elle concerne aussi les connaissances partagées, les entreprises créées et les opportunités offertes aux nouvelles générations. C'est cette transformation que raconte ce documentaire.
Au cœur du continent africain, une route traverse 6 pays. Un axe imaginé dès les premières années des indépendances, un projet qui ne relie pas seulement des territoires, mais porte une ambition, créer un espace d'échange et de développement. Elle a eu une vision déjà avant-gardiste dans les années 70 en engageant le projet de la route transsaharienne. C'est une idée qui a émergé de la volonté du chef d'État des pays sahéliens pour essayer de relancer l'économie de la région, les échanges commerciaux et surtout de faire participer les régions déshéritées de ces pays-là au développement économique du continent africain. Le projet de la route transsaharienne, qui est le premier corridor transsaharien, est une idée géniale. Maintenant, c'est devenu le projet de référence. Derrière ce grand projet continental, il y a aussi une histoire humaine. Des hommes qui ont ouvert les premières voies dans des conditions extrêmes. في اجل بلادي في اجل وطني باش نجيبوا الطريق من الشمال الى الجنوب باش الدنيا تكون متحده ما تكونش متفارقه. نحيي شباب الخدمه الوطنيه اللي طبعا قهروا الصحراء وقاعدين يقهروا في الطبيعه ويتحداوا صعوبات القساوه. Le début de la transsaharienne est venu au début des années 70. C'était du temps du président Boumediene Allah yarhamou, où les jeunes du service national ont eu à réaliser le premier tronçon qui partait de Mnéa à Ain Salah et qui a été inauguré à l'époque par les chefs d'État algériens, maliens et nigériens en 1974. Il me semble, le premier tronçon a été fait. Dans le Sahara, chaque kilomètre est un défi. La distance, le climat, l'isolement, des contraintes qui accompagnent encore aujourd'hui la réalisation du projet. Le défi, c'est le défi climatique. Comme vous savez, donc c'est des zones désertiques arides où les moyens, d'abord les ressources en eau, elles manquent. Ensuite, vous avez des conditions climatiques qui sont rudes, notamment de l'ensablement, des vents de sable, des températures très élevées, parfois qui ne permettent pas de progresser dans ces projets-là. Donc c'est un peu tout ça. Et puis l'acheminement des matières premières pour construire toutes ces routes. Donc c'est des difficultés majeures que nous arrivons à surmonter donc au fil du temps, avec des améliorations en termes de moyens, que ce soit humains, de technicité ou bien des moyens matériels plus appropriés. Alors, parmi les 6 pays, vous avez 3 qui ont financé sur leur propre fonds la réalisation de cette route. Il s'agit de l'Algérie, du Nigeria et de la Tunisie. Les 3 autres pays enclavés, Mali, Niger et Tchad, prennent en charge le développement de leur route, mais se font accompagner par des bailleurs de fonds. Et vous avez tous les organismes, la BAD, la BADEA, la BID, beaucoup de fonds qui interviennent pour accompagner ces pays dans le cadre de la réalisation de leurs tronçons. La route transsaharienne est aussi une histoire de coopération entre États africains. Pour assurer sa continuité, un cadre commun a été créé au lendemain des indépendances. Le comité de liaison de la route transsaharienne est un comité qui a été créé au lendemain des indépendances. C'était en 1966. Il y a eu un comité de liaison de la route transsaharienne qui a été créé ici à Alger. À l'époque, il regroupait 4 pays. C'était l'Algérie, la Tunisie, le Niger et le Mali. Et au fil des années, il y a eu le Nigeria et le Tchad qui ont rejoint ce comité. Donc aujourd'hui, le comité comprend 6 membres, 6 États membres. Et il est doté d'un secrétariat général dont le siège est ici à Alger. Et le secrétariat général assure les missions
Parce qu'au début, il fallait, en créant la route, il fallait réfléchir au point de jonction entre les États pour la continuité du projet. Donc et là, le comité a joué un très très grand rôle. À l'origine, l'objectif était de désenclaver. Aujourd'hui, la vision est plus large. La route doit devenir un corridor économique. La différence entre une simple route où circulent des moyens de transport pour le déplacement, la mobilité des personnes et des marchandises et un véritable corridor. Le corridor, c'est celui qui génère des activités et une dynamique économique le long de cette infrastructure physique qui est la route transsaharienne. Elle va favoriser l'émergence d'agglomérations qui vont devenir des plateformes logistiques, la réalisation de pures plateformes logistiques, le développement économique des régions, la stabilité de la stabilisation des populations, la création de l'emploi, l'exploitation des ressources qui sont le long de cette région. Elle va accompagner la réalisation de projets structurants, notamment agricoles et agro-industriels, et l'exploitation optimale de toutes les ressources le long de cette route. C'est ce qu'on appelle un corridor. L'un des points à l'ordre du jour inscrits lors de la 77e session du CLRT, donc c'est comment on va arriver à cet objectif, donc notamment en associant dans le comité tous les secteurs concernés par cette transformation, notamment les secteurs économiques et les secteurs législatifs, parce qu'il faut une législation qui régit donc cette transformation, et il faut les secteurs concernés, notamment tout ce qui est commerce, donc transport, services des douanes, etc. Donc qui vont donc intégrer donc ce comité pour procéder à cette transformation transsaharienne en corridor économique. Aujourd'hui, l'essentiel du tracé est réalisé. Les derniers tronçons doivent cependant permettre d'achever la continuité de cet axe africain. La route transsaharienne, elle a un linéaire de 10 000 km, 2400 dans le territoire algérien complètement réalisé, celui du Nigeria complètement réalisé. Il reste quelques petits tronçons vers les pays limitrophes, notamment le Tchad, le Niger. Et nous allons donc intervenir au niveau du Tchad pour deux tronçons de 76 et 85 km, donc avec des entreprises algériennes, pour aider justement nos frères tchadiens dans la concrétisation donc de ce projet. Et nous allons parachever ce projet dans les plus brefs délais, et c'est le souhait même de l'ensemble donc des représentants de ces pays pour que cette concrétisation en corridor économique se concrétise effectivement sur terre. Relier les capitales, mais surtout rapprocher les populations. C'est une route qui dépasse la symbolique seulement d'une infrastructure. Elle porte en elle l'espoir d'une Afrique développée. Elle porte en elle l'espoir d'une Afrique interconnectée. Et elle porte en elle l'espoir d'une Afrique désenclavée. Parce qu'un des objectifs de cette route-là, c'est surtout de permettre aux pays de la région du Sahel et de la sous-région, surtout en Afrique centrale, de disposer d'une infrastructure aux normes, mais surtout de leur permettre d'avoir des issues sur la mer. Depuis toujours, la mer relie les continents. Aujourd'hui encore, elle reste l'un des principaux moteurs du commerce mondial. Pour l'Afrique, disposer d'une capacité maritime performante est un enjeu stratégique. Aujourd'hui, le transport maritime, c'est plus de 80% des échanges commerciaux dans le monde. Donc toute l'importance aujourd'hui de disposer
de ce type de transport pour l'Afrique. Et là, l'Algérie aussi, depuis 2020, le président a été vraiment clair là-dessus. Avoir un pavillon national, c'est extrêmement important. Et réformer déjà le transport maritime en Algérie, c'est important parce qu'on a été pendant longtemps vraiment à la merci des grands armateurs internationaux. Et là, le président de la République, on a décidé de relancer notre pavillon national, de relancer nos compagnies maritimes, la CNAN Med, etc., pour justement disposer d'un moyen de transport souverain et qui va avec nos intérêts déjà, avec les intérêts de l'Algérie. Mais pas que. C'est au-delà des intérêts de l'Algérie, c'est au service aussi de toute l'Afrique. Un port moderne ne se limite plus aux quais et aux navires. Il devient un maillon d'un ensemble plus vaste. Nous disposons des atouts, notamment notre façade maritime qui est environ 2600 km. Et nous développons une chaîne logistique qui relie notamment les ports, les autoroutes ainsi que les lignes ferroviaires. Et tout ça, ça permet notamment aux pays du Sahel pour accéder au marché mondial à travers si vous voulez, ce corridor logistique qui permet de réduire les délais d'environ 12 jours, ainsi pour les coûts de logistique environ de 30%. Et il y a toute l'infrastructure qui va avec, les ports qui ont été aussi réaménagés, qui ont été développés. Aujourd'hui, l'Algérie dispose d'un grand port à Gengène, à Belara, dans la wilaya de Jijel, aux normes internationales, et qui peut accueillir les grands bateaux, hein, parce qu'il a vraiment les moyens pour. Et ça a aussi amené à développer une vision vers l'Afrique. Tout à l'heure, je parlais des pays africains enclavés, qui ont vraiment besoin aujourd'hui des issues maritimes. Et là, en alliant les infrastructures terrestres, de transport terrestre, donc les routes, le rail, etc., on propose aussi pour l'Afrique les infrastructures maritimes. D'ailleurs, je rappelle, lors de la visite du président du Tchad dernièrement en Algérie, il y a eu une délégation qui l'a accompagné, qui a fait la visite au port de Gengène, justement pour constater de visu ce qu'il y a, les opportunités d'utiliser ce port-là. Pour accompagner les échanges africains, l'Algérie mise sur la modernisation de son système maritime. Une stratégie qui passe par les infrastructures, mais aussi par les compétences. L'Algérie a toujours été un pays armateur, ça veut dire qu'il dispose d'une flotte. Contrairement à des pays africains, ce qu'on appelle des pays chargeurs qui, eux, disposent de la marchandise, mais ils n'ont pas de flotte. Donc l'Algérie, depuis le début de l'indépendance, a utilisé ses capacités pour ses échanges commerciaux dans les deux sens. Ça veut dire exporter vers l'Afrique et surtout importer de l'Afrique. Nous sommes en train de refonder notre secteur maritime, notre pavillon national, en modernisant tout l'écosystème qui va avec. Ça veut dire avoir des ports modernes, avoir la construction, la réparation navale, disposer de centres de formation, des plateformes logistiques qui gravitent autour du segment essentiel qui est le transport maritime. L'objectif est clair, faciliter l'accès des opérateurs algériens, mais aussi africains, au marché du continent. Pour accompagner les exportateurs vers l'Afrique, pour pénétrer un peu le marché africain, M. le Président de la République a instruit M. le ministre des Transports pour l'ouverture d'une ligne maritime vers le pays de l'Ouest africain. Plusieurs expéditions ont été effectuées depuis l'ouverture de cette ligne par les navires du pavillon, régulièrement, un voyage par mois vers la Mauritanie, vers l'Afrique, avec une perspective d'étendre cette ligne vers la Côte d'Ivoire, vers le Cameroun et vers les autres pays africains, non seulement du côté ouest, mais une fois qu'on va
à renforcer notre pavillon, aussi desservir les ports de la côte est africaine, comme on le faisait avant, au temps de la Grande Canal. Le port du futur sera aussi un port connecté. La rapidité du commerce dépend désormais autant de la technologie que des infrastructures physiques. Nous avons un programme de renouvellement de la flotte nationale progressivement qui devrait être en conformité avec les standards internationaux en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement, la modernisation des infrastructures portuaires, ainsi que l'acquisition des moyens et des équipements de manutention de dernière génération. Donc tout ça va permettre bien sûr à offrir une prestation ou bien un service attractif pour les autres compagnies. Pour l'aspect institutionnel et réglementaire, donc la gouvernance portuaire sera assurée par la création d'une autorité nationale portuaire et aussi en termes de digitalisation. Donc nous travaillons pour numériser complètement les procédures au niveau des ports et avoir un concept de smart port qui consiste à la numérisation des procédures, notamment la création des guichets uniques, la dématérialisation des documents bien sûr et la traçabilité de la marchandise. Sur les routes de la mer se dessine désormais une ambition continentale. Des ports algériens au rivage africain, c'est tout un horizon de coopération, de croissance et de connectivité qui s'ouvre. سيداتي سادتي صادق مساءكم. شركة الخطوط الجوية الجزائرية ترحب بكم على مدينة إلى انتهاء من عبور 700. Déployer ses ailes vers l'Afrique, c'est aussi bâtir une stratégie de long terme. Pour Air Algérie, l'ouverture de nouvelles lignes répond à une ambition. Rapprocher les peuples, accompagner les échanges et faire d'Alger un carrefour naturel entre l'Afrique et le reste du monde. Malgré que le transport aérien ne représente qu'1% en termes de volume dans le transport global dans le monde, mais en termes de valeur, il fait plus de 35%. Et là, vous voyez un peu toute l'importance de ce mode de transport. Il permet de transporter des marchandises à haute valeur ajoutée. Et là, je fais référence à tout ce qui est électronique, à tout ce qui est pharmaceutique, à tout ce qui est agricole frais, à tout ce qui est aussi... il permet aussi, vous avez parlé du culturel, de développer le secteur touristique. Donc tout cela, le secteur du transport aérien y participe et devient même un élément majeur dans le développement de l'économie africaine. Air Algérie accompagne la stratégie de l'État à travers le renforcement de son réseau en Afrique, ce qui permettra de renforcer donc les échanges économiques, les échanges institutionnels et les échanges culturels. Cette ambition se traduit déjà par une extension continue du réseau africain. Historiquement, elle était déjà bien présente sur l'ouest de l'Afrique. Aujourd'hui, on voit son expansion sur le long courrier, notamment le sud de l'Afrique avec la ligne Johannesburg, la région est de l'Afrique, donc la ligne Addis Abeba, et prochainement donc les nouvelles lignes. La position géographique de l'Algérie positionne le hub d'Alger comme déjà un connecteur naturel des continents. Les destinations africaines offrent aujourd'hui un réseau de dessertes, donc ouvert. Aujourd'hui, on ouvre l'Afrique à toutes les destinations donc européennes, asiatiques et les destinations de l'Amérique.
et aussi toutes les destinations du Moyen-Orient déjà desservies par Air Algérie. Le potentiel est là et les chiffres confirment une dynamique que la compagnie entend inscrire dans la durée. Les statistiques le confirment. Aujourd'hui, Air Algérie enregistre une croissance du trafic à 2 chiffres depuis l'année dernière déjà et on espère continuer dans la même lancée. Les études de marché, le potentiel du marché africain est là et nous espérons donc avoir notre part de ce marché et on va dire satisfaire les attentes des passagers, des voyageurs partout en Afrique pour les connecter à travers le monde. Et donc on a un objectif de desservir au moins une vingtaine de pays en Afrique et on espère que cette offre va élargir considérablement le réseau d'Air Algérie et qui va la placer parmi les compagnies majeures du continent. Cette stratégie concerne également le transport de marchandises, un levier essentiel pour accompagner le développement économique du continent. Nous transportons du périssable principalement, du pharma, des équipements industriels. Nous intégrons également ce qu'on appelle le segment du oil and gas, le transport spécifique hors gabarit. Pour citer l'exemple juste du transport des turbines à gaz vers le Niger, ça a été réalisé il y a quelques mois et puis nous envisageons également, et c'est sur le point d'être effectué, le transport des mêmes équipements vers le Tchad avec notre partenaire et notre client, la Sonelgaz International. Le cargo aérien ne transporte certes qu'une faible part des volumes mondiaux, mais il concentre une valeur considérable. Et pour répondre aux besoins des marchés africains, Air Algérie Cargo prépare également sa montée en puissance. Nous sommes appelés à pénétrer le marché africain, donc nous devons faire face à cette concurrence des autres compagnies étrangères. Et pour faire face à cette concurrence, il faudrait avoir un segment plus fort. Il faudrait avoir une flotte dédiée. Il faut avoir également une digitalisation. Et dans ce registre, je tiens à annoncer que Air Algérie Cargo est sur le point de signer la convention avec la GSIA pour lancer les travaux du nouveau terminal cargo d'Alger. Il faudrait se préparer à la conversion des avions tout cargo qui ont été mis à disposition par le groupe Air Algérie. Et je citerai exclusivement 2 ATR, 2 Airbus A330 et 2 Boeing, c'est-à-dire un Boeing en plus du Boeing dont nous disposons actuellement. Donc d'ici 2029, l'horizon 2029, nous aurons 6 aéronefs dédiés tout cargo, ce qui nous permettrait de pénétrer le marché africain. En termes de chiffres, la compagnie Air Algérie Cargo a transporté durant l'année 2025 près de 26 000 tonnes et enregistre également une croissance pour le premier trimestre 2026 de près de 37% comparativement au premier trimestre 2025. Être présent sur le continent, c'est aussi rendre son offre visible et renforcer sa compétitivité. Il faudrait être présent, très présent même dans les plateformes internationales pour faire connaître l'offre d'Air Algérie Cargo, faire connaître sa flotte, les capacités offertes aussi bien dans les aéronefs tout cargo que dans les ventes et les capacités des avions d'Air Algérie. L'ouverture de nouvelles lignes constitue l'expression la plus concrète de la stratégie de la compagnie aérienne algérienne. Les principaux atouts de Air Algérie, c'est premièrement son positionnement géographique. Deuxièmement, c'est le renouvellement de sa flotte qui lui permet d'aller donc le plus loin possible en Afrique. L'expérience de Air Algérie en Afrique aussi.
et l'amélioration continue du service client. Air Algérie dessert 13 capitales africaines et récemment nous avons inauguré deux nouvelles destinations, donc Libreville et Luanda. Et prochainement, nous allons aussi étendre notre réseau en Afrique en allant vers Brazzaville, vers Maputo, Conakry. Et aussi, on va réouvrir la destination de Tripoli. Pour les besoins de ce documentaire, nous avons embarqué à bord de 2 vols inauguraux. Alger-Libreville avec une escale à Douala, puis Alger-Luanda et qui continue jusqu'à Johannesburg. 2 liaisons qui illustrent la volonté de rapprocher davantage l'Algérie de l'Afrique centrale et australe. À Libreville, cette nouvelle desserte est accueillie comme un événement historique. C'est un rêve qui se réalise. C'est le résultat d'un travail consensuel, d'un travail entre 2 pays frères qui ont la volonté de permettre à leur peuple d'avoir un outil de communication qui permettrait de découvrir les cultures des 2 pays, qui permettrait de voir comment consolider ensemble cette si longue amitié qui date de 1973. Comme vous le savez, de manière générale, les liaisons africaines sont très complexes et ce n'est pas toujours évident de partir du nord pour le sud, de l'est pour l'ouest et vice-versa. Il n'y a pas si longtemps, lorsque on était au Gabon et qu'on voulait venir en Algérie, soit on passait par Istanbul ou on passait par Paris. Mais aujourd'hui, nous avons un gain de temps et les Anglais disent « time is money ». À Luanda également, cette liaison ouvre de nouvelles perspectives. Vous pouvez imaginer combien ce vol va contribuer pour nos étudiants, pour nos chercheurs, pour nos hommes d'affaires. Donc, franchement, ça serait hasardeux de croire qu'on peut quantifier ce que pourrait rapporter le vol Alger-Luanda. À bord, les premiers passagers mesurent déjà les avantages de ces nouvelles connexions africaines. Je vis au Luxembourg et depuis un certain temps, j'ai choisi de voyager avec Algérie parce que je me trouve vraiment bien avec cette compagnie et j'ai parlé de ça à l'aéroport justement avec ma tante. Elle me dit mais pourquoi il n'y a pas autant de publicité? Parce que c'est vraiment différent de tous les vols européens que j'ai déjà pris. Je suis à la retraite, je voyage souvent et je suis agréablement surpris d'avoir pris ce genre de vol. C'est la première fois qu'on est aussi bien accueilli. Je pense aussi que c'était un gros gain économique. Parce qu'au moment où je cherchais mon billet, je ne veux pas faire la publicité des autres compagnies, je me suis rendu compte que Air Algérie était beaucoup plus attractif en termes de prix sur Libreville. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai sauté sur l'occasion pour prendre cette compagnie. Pour ces voyageurs, cette ouverture représente avant tout une alternative africaine aux itinéraires traditionnels. Il vaut mieux consommer Afrique que de continuer à enrichir les autres pendant que l'Afrique sombre. Et si je peux porter cette voix, je suis bien fier que les Camerounais sachent qu'il faille prendre Air Algérie. Il est important pour nous Africains que des compagnies africaines s'intègrent dans l'horizon africain afin que nous puissions un peu nous passer de compagnies étrangères. Ces nouvelles lignes séduisent également des voyageurs venus d'autres régions du monde et confirment la vocation internationale du hub d'Alger. Eu sou presidente da Ordem dos Contabilistas e dos Serviços Contabilistas de Angola. Nós viemos via França para uma conferência internacional que aconteceu aqui na Argélia. Mudamos a rota para inaugurar este voo que sai daqui diretamente para Luanda. Foi uma bela surpresa depois de termos estado cá, ficar a saber que existia este voo. Por isso é uma honra estar a fazer este voo pela primeira vez. E vamos voltar porque gostamos muito da Argélia. Foi uma estadia lindíssima. Estamos aqui desde domingo e gostamos muito.
castanha. I'm flying to Johannesburg. It's been a very convenient airline in that I can fly directly from Algeria to Joburg without laying over and changing flights. So really an interesting flight to catch. I'm flying to Johannesburg. My starting point was London. So far I was very happy with the airline. Very good price, very reasonable price. The airplane is nice. I'm very happy for now. Au-delà des avions et des infrastructures, ce sont de nouveaux liens qui se tissent entre les peuples africains. Mais c'est l'aspect humain qui permet que ce vol soit possible. C'est parce que des humains se sont assis, ils ont échangé, ils ont discuté et la richesse de ces communications, des différents échanges, permet aujourd'hui que nous soyons à bord de ce vol. Donc, à mon humble avis, nous sommes en train de commencer une belle aventure humaine que nous voulons voir durer le plus longtemps possible. Après les routes, les ports et les avions, une autre infrastructure est en train de transformer les échanges africains. La fibre optique et le méga-projet de la dorsale transsaharienne. La notion des infrastructures a complètement évolué. On parlait des infrastructures physiques, donc surtout connues par les grandes routes, les ports, les aéroports, les barrages, etc. Ça, c'était l'ancienne notion classique. Mais aujourd'hui, elle comprend aussi les infrastructures numériques, les data centers, mais aussi les dorsales de fibre optique. La fibre optique aujourd'hui, c'est un enjeu et c'est un défi. Parce qu'on ne peut parler aujourd'hui d'économie performante de l'Afrique sans qu'elle soit aussi numérisée. Le numérique et l'économie numérique devient un vecteur de performance, et un levier de compétitivité pour les économies africaines. Et donc, toute l'importance aujourd'hui dans la réalisation de cette dorsale de fibre optique transsaharienne, mais qui va au-delà, qui va un peu connecter les autres pays de la sous-région du Sahel, pour leur permettre justement de disposer de services numériques, de disposer de connectivité à Internet, de développer leur économie, mais avec de nouvelles notions, avec de nouvelles technologies. C'est un projet structurant qui a été initié dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, ce qu'on appelle le NEPAD. Ça a été initié au début des années 2000. Il vise donc à créer une infrastructure régionale de télécommunications basée sur la fibre optique à très haut débit qui va connecter donc, les pays de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. En tout, ils sont 6 pays. Donc c'est l'Algérie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria. La dorsale, en fait, c'est une connexion de fibre optique donc, qui va relier les 6 pays à travers un axe principal qui va descendre d'Alger jusqu'au Nigeria, avec des ramifications vers le Tchad et une ramification vers la Mauritanie. Donc nous avons un linéaire en tout, l'axe principal ça s'étend sur 4500 km d'Alger jusqu'à Abuja, et avec des ramifications, disons, qui dans les 1000 km vers la Mauritanie et dans les 500 jusqu'à 700 vers le Tchad. Dans les zones désertiques, la technologie doit composer avec la géographie. Distance, isolement, conditions climatiques, des contraintes auxquelles il faut faire face au quotidien, sans oublier bien sûr les fonds nécessaires à la réalisation du projet. En fait, il y a plusieurs défis qu'on essaie de surmonter. Donc il y a déjà un défi financier,
Vous savez que réaliser un tel projet, ça nécessite des investissements énormes, puisqu'il s'agit d'une partie génie civil pour creuser les tranchées, pour souffler les câbles. Donc tout ça, ça a un coût. Donc il faut chercher les financements qui sont disponibles, donc à travers les institutions financières africaines ou autres. Il y a aussi un défi technique. Il ne suffit pas juste de mettre la fibre optique et la laisser, mais il faut mettre en place des équipements de liaison, des équipements qui vont chaque dizaine de kilomètres, il faut mettre en place des équipements qui vont régénérer le signal, amplifier le signal. Ces équipements, ils seront raccordés à des moyens d'énergie, que ce soit à travers le solaire ou bien à travers des groupes électrogènes. Il y a un défi logistique. Donc, vous savez que la fibre, elle traverse de grands espaces désertiques, isolés, avec des conditions climatiques extrêmes. Donc, tout ça, il faut acheminer ces équipements, acheminer le câble, c'est un défi. Il y a un défi aussi sécuritaire. Une fois les équipements mis en place, il faut les sécuriser contre le vandalisme et contre les vols. Donc, tout ça, c'est des défis qu'on essaye à chaque fois de surmonter. Et on sert à travers un partage d'expérience entre les pays et les conseils. Derrière la fibre optique, l'enjeu dépasse la technologie. Il concerne l'accès au savoir, l'économie numérique et les services publics. Donc, une fois opérationnelle, cette liaison sera appelée, comme on a tendance à dire maintenant, c'est l'avant et l'après. C'est le passage d'un enclavement géographique de la zone du Sahel à une mutation numérique réelle. Maintenant, je voudrais souligner l'importance que donne l'Union africaine à cette liaison. Donc, elle la classe parmi les projets phares qui vont booster le développement économique en Afrique. Le but, c'est le citoyen, c'est transformer sa vie, c'est améliorer les conditions d'existence. La première des choses, c'est l'inclusion tout court. C'est l'inclusion tout court. Donc, on a d'abord l'inclusion numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura un accès Internet pour tous, partout, et il y aura un accès performant de qualité avec des coûts accessibles à tout le monde. Après l'inclusion numérique, on a l'inclusion économique. Ça veut dire que quand il y a un débit important via la fibre optique, donc les gens peuvent développer les échanges commerciaux via le e-commerce. Ils peuvent, c'est-à-dire pour les gens, surtout des populations africaines qui ne sont pas bancarisées, donc ils peuvent trouver des moyens de paiement, d'épargne via des solutions qui sont adaptées à leurs besoins. Et il y a aussi l'inclusion, on peut dire, sociale, c'est de permettre à tous les citoyens d'accéder aux services publics en ligne. Il y a beaucoup de services maintenant qui sont offerts en ligne, soit des services publics, la santé, l'éducation, dans tous les domaines, même les entreprises privées, c'est-à-dire offrent ce genre de services. Forte de son potentiel et de son expertise, l'Algérie espère jouer un rôle moteur dans la concrétisation du projet. Les atouts, le potentiel de l'Algérie. Elle est forte par son réseau dense émaillé. Elle est une grande force avec tout ce qu'elle a comme sortie internationale via câble sous-marin. Donc il y a le CMI-4, le MEDEX, Arval-et-Olval. Il y a un projet de mise en place de 2 nouveaux câbles sous-marins à l'horizon 2028 et 2029. Il y a ça. Il y a les projets de data center. Il y a 2 data centers qui sont opérationnels. Et il y a un projet de création ou d'extension pour ajouter 5 nouveaux data centers, dont 2 au niveau du sud, Tamarasté et Hassim Saoud. Il y a aussi la bande passante internationale. Donc on a à peu près 7,9 terabits
comme capacité internationale. Donc voilà tout le potentiel, tous les atouts dont dispose l'Algérie. Pour le suivi du projet et la coordination, donc un comité technique a été mis en place, c'est dénommé le comité de liaison de la dorsale transsaharienne fibre optique. Son siège est à Alger. Donc ce comité se réunit 2 fois par année en session ordinaire. Le rôle du comité est donc de discuter l'état d'avancement du projet pour chaque pays, de discuter les contraintes, de discuter les tracés, de partager les expériences et d'associer les bailleurs de fonds comme la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la Banque mondiale qui ont été tous sollicités pour assister à ces réunions pour justement apporter leur soutien pour le financement de projets dans chaque pays. Aujourd'hui, les Africains ont pris conscience que leur souveraineté numérique est aussi importante que leur indépendance politique. Lors du dernier forum africain des startups à Alger, la thématique c'était un peu comment pousser les pays africains à devenir des créateurs de technologie, pas de consommateurs de technologie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, nous sommes toujours des consommateurs de technologie. Nous avons tous les moyens pour devenir des créateurs de technologie. Et c'est ça la clé de la souveraineté numérique. À la fois d'avoir des infrastructures qui sont réalisées en Afrique. Et là, je fais référence surtout dans les data centers. D'ailleurs, on a vécu un moment historique en Algérie avec l'inauguration du data center gouvernemental pour les services publics. C'est quelque chose qui doit inspirer aujourd'hui les pays africains justement à aller vers ce type de réalisation qui est un peu le fondement de la souveraineté numérique. Deuxième dimension pour la souveraineté numérique, c'est surtout la ressource humaine, la former. Et là, l'Algérie aussi fait beaucoup d'efforts pour l'Algérie, mais même pour les pays africains, à former des jeunes Africains dans le domaine des technologies numériques. Troisième dimension, c'est surtout la cybersécurité. Aussi, avoir de la souveraineté numérique, c'est disposer de ses propres solutions de cybersécurité. Et aussi aujourd'hui, l'Algérie, avec la création de l'école supérieure de cybersécurité, justement, veut participer et contribuer avec les pays africains à rendre vraiment réelle cette souveraineté numérique. Pendant longtemps, l'image de l'Afrique a été associée aux crises, aux guerres, aux maladies, aux malheurs. Aujourd'hui, un autre visage apparaît, celui d'un continent qui investit, qui innove et qui construit les bases de son avenir. In fine, c'est ça l'objectif, c'est de donner à la fois de l'espoir, mais surtout du confort et améliorer le cadre de vie des populations africaines. Souvent, on voit l'Afrique comme une source d'émigration. Mais avec ce genre de projet, on va voir l'Afrique, au contraire, comme créatrice de valeur. Les Africains, la jeunesse africaine, qui fait plus de 70% et en moins de 30 ans d'âge, va participer justement activement à créer de la valeur, pas seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. C'est incontestable. On ne peut pas se développer sans l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est notre environnement naturel. L'Afrique recèle d'énormes potentialités. 30% des réserves minières, 50% des réserves d'or, de diamants, les plus grandes réserves de minerais de terres rares, les 10% de terres arables dans le monde. En Afrique, l'une des plus grandes ressources en eau dans le monde, et elle a l'une les ressources la plus riches dans le monde, c'est sa jeunesse et son dynamisme. Donc, les atouts de l'Afrique vont servir au développement de l'Algérie, et les atouts de l'Algérie qui sont énormes, j'ai dit sa position stratégique, l'immensité de son territoire, la qualité de ses infrastructures et son engagement politique depuis le début
des années 60 vers le continent africain. Donc, leur destin est indissociable et notre avenir est essentiellement en Afrique. Connecter l'Afrique, ce n'est donc pas seulement rapprocher des territoires, c'est surtout rapprocher des peuples, ouvrir des horizons et préparer ainsi l'avenir.